je me suis intéressé avec mon collègue Michel Paul à mes côtés sur le marché du travail à Mayotte et plus précisément sur les déséquilibres qui nous ont été présentés un petit peu par la directrice de l'INSEE, Madame Roux. Et donc nous reviendrons très brièvement sur ces déséquilibres. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est, eu égard à cette situation, quelles sont les préconisations économiques pour tenter de corriger ce déséquilibre. Et est-ce qu'on en prend le chemin? Alors le contexte. Donc il vient d'y avoir un débat là, sur les indicateurs, que ce soit l'indicateur de développement humain, l'indicateur de pauvreté humaine. Globalement, quels que soient les indicateurs qu'on prend, quelle que soit la manière de les calculer, le constat c'est que la situation de Mayotte apparaît particulièrement dégradée, même si des progrès indéniables ont été réalisés ces dernières années. Pour remédier aux inégalités, les différentes mesures proposées par les autorités reposent pour l'essentiel sur l'augmentation des transferts publics, des transferts financiers publics, en particulier dans la composante santé et éducation. L'objectif, c'est que ces fonds doivent permettre de reproduire à Mayotte le processus de convergence en termes de niveau de vie qui fut observé pour les 4 premiers DOM, les 4 vieilles. Alors, les limites de ces transferts publics. Lorsqu'on étudie le développement sous l'angle de la pauvreté, sous l'angle de la précarité, figure également celle relative à l'exclusion du marché du travail. Donc compter sur les seuls transferts publics pour tenter d'améliorer de manière significative la situation économique de Mayotte est illusoire. Comme pour les autres économies domiennes, il faut favoriser des modes de développement endogènes. L'économie de Mayotte doit davantage s'appuyer sur le secteur privé pour pouvoir continuer à créer de l'emploi. Donc Madame Roux nous l'a bien montré, puisque le poids du secteur privé semble aujourd'hui plus faible qu'il ne le devrait. Dans ces conditions, la question de l'état du marché du travail devient un préalable nécessaire dans le diagnostic qui doit préparer à une telle transition, mais aussi pour s'assurer de la cohérence des politiques à mettre en place à Mayotte. Rappelons que le marché du travail n'est pas un marché comme les autres, puisque les revenus du travail constituent, au niveau macroéconomique, la principale source de revenus des ménages, en moyenne nationale de l'ordre de 70% environ. Et par ailleurs, il existe un relatif consensus chez les économistes pour considérer que c'est fondamentalement le fonctionnement du marché du travail qui détermine à terme la capacité d'une économie à produire de la richesse et du bien-être pour sa population. Ce qui nous fait dire que le développement économique et social de Mayotte se jugera à l'aune de sa capacité à insérer sa population de façon durable dans l'emploi. Quand on fait une rapide photographie du marché du travail de Mayotte, on constate effectivement pour 2015 un peu moins de 15 000 chômeurs au sens du BIT, Bureau international du travail, pour une population active d'un peu moins de 60 000. Donc, ce qui fait que ce taux de chômage, que je pourrais qualifier d'apparent, est relativement faible, relativement comparé aux autres DOM, puisqu'il est un peu en dessous de 24%. C'est-à-dire qu'un actif sur 4 ne parvient pas à trouver un emploi. Ce taux est 2 fois supérieur au taux de la France hexagonale, mais il est nettement inférieur à celui de la Réunion et des autres DOM. D'accord, Martinique mise à part peut-être. Globalement, quelques repères chiffrés, et là, je félicite l'INSEE pour effectivement nous fournir des données. Donc la durée du chômage est très longue, avec une moyenne de 39 mois en 2014. 8 chômeurs sur 10 effectuent des démarches d'emploi depuis au moins 1 an. Les femmes restent plus longtemps au chômage, 43 mois en moyenne contre 33 pour les hommes. Le taux de chômage des moins de 30 ans s'élève à plus de 40%. Et cette situation est encore plus marquée pour les jeunes femmes, puisqu'il est de 46,5%. Et on compte également, entre 2014 et 2013, 1100 chômeurs supplémentaires, et la quasi-totalité à moins de 30 ans. Le bon taux de chômage
les 24%, c'est en réalité un taux de chômage trompeur. Pourquoi ? Parce que ce taux de chômage est calculé sur la seule population active. Or, à Mayotte, certains chômeurs sont comptabilisés à tort comme inactifs, mais en réalité, ils appartiennent à ce qu'on appelle le halo du chômage. Alors le à tort, je l'ai mis entre guillemets. Donc c'est pour cela qu'il y a nécessité de prendre en compte le taux d'emploi et le taux d'activité pour faire une analyse pertinente du marché du travail. Donc lorsqu'on regarde le taux d'emploi, il est relativement faible, puisque seuls 3,5 personnes sur 10 ont un emploi, contre 6 en métropole, 4,4 à La Réunion. Le taux d'activité il est de 44,3%, nettement inférieur à celui de la métropole et des autres DOM. Ces taux révèlent des dysfonctionnements dans le marché du travail à Mayotte. Ce qui nous fait dire que la relative bonne performance en matière de chômage repose avant toute chose sur une faible participation au marché du travail. Il y a ce qu'on appelle un halo autour de ce chômage, puisque les critères du BIT ne permettent pas d'approcher certaines situations intermédiaires, comme celle des chercheurs d'emploi découragés qui, considérant que leur recherche serait infructueuse, ne font plus les efforts attendus. Ils sortent des statistiques, si vous voulez. Ces personnes ne sont pas considérées comme chômeurs, selon les critères du BIT, et pourtant ce sont des individus sans emploi qui désirent probablement travailler et qui sont de ce fait plus proches du marché du travail que les autres inactifs. Je reprends là l'INSEE et on voit au-dessus là la taille du halo. Donc toutes les personnes que je viens de décrire. Et on constate que le halo représente plus de 23% de la population en âge de travailler. Il est 3 fois supérieur au chômage et il représente 60% des inactifs. La somme du halo et du chômage équivaut à la taille de la population active occupée. 30% des femmes en âge de travailler sont dans le halo, contre 16% des hommes, et les femmes constituent 2/3 du halo. La part des jeunes dans le halo est de 21% environ. On note aussi un poids important des personnes de nationalité étrangère, de l'ordre de 60%. Ce qui nous fait dire que le taux de chômage, si on élargit, donc j'ai mis là encore en guillemets, il serait vraisemblablement davantage aux alentours des 50%. Donc, quelles implications pour les politiques économiques ? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que malgré des progrès indéniables en matière de santé et d'éducation, la situation du marché du travail à Mayotte est alarmante. Les taux d'activité sont bas, l'insertion des jeunes semble particulièrement difficile et le halo est hypertrophié. Il est d'autant plus urgent de répondre à ces difficultés que la pression démographique reste très forte à Mayotte, comme on a pu le voir. Le nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail devrait encore demeurer très important dans les années à venir. Rappelons que la moitié de la population est âgée de moins de 17,5 ans et que 60% a moins de 25 ans. L'immigration clandestine a également du mal à être endiguée. Donc il y a nécessité de faire des choix de politique économique forts. Alors là, je vous envoie un travail préalable avec mon collègue Michel Paul, qu'on avait fait simultanément, où on faisait effectivement un certain nombre de recommandations. Alors ces recommandations se retrouvent dans une très large mesure dans ce que le gouvernement appelait document stratégique et qui s'intitule Mayotte 2025, une ambition pour la République, qui date de juin 2015. Et c'est là le cœur de notre propos ici, c'est que certains aspects contenus dans ce document méritent, de notre point de vue, discussion. Et je laisse pour cela la place à mon co-auteur Michel Paul. Merci François. Alors oui, comme vient de vous l'expliquer François, on a eu une petite contribution dans laquelle on donnait un certain nombre de recommandations en matière de politique économique. Et plutôt que de vous représenter ça, on s'est dit, puisque maintenant il y a un PGM, il y a un programme de mesure, eh bien, qu'est-ce qu'on peut penser éventuellement de ce PGM ?
Et alors, voilà, à la lecture de ce PGM, on est plutôt positif, parce qu'on se retrouve, on converge sur de très nombreux points. Et je vais juste en donner un à titre illustratif, parce qu'il y a quand même une certaine inflexion. Donc c'est ce qui touche est inscrit dans le PGM, la volonté de développer la formation professionnelle en alternance. Alors ça, c'est relativement important, parce que ça veut dire pas d'emploi aidé, quoi. Et c'est une inflexion qui est importante, parce que quand vous regardez les études empiriques, et en fait, on a procédé à des évaluations de politique publique sur les emplois aidés, en fait, on s'aperçoit que les emplois aidés, comparés à des situations de chômage simple, c'est contre-productif. Que la formation, c'est-à-dire contre-productif, c'est-à-dire que la probabilité après de retourner vers un emploi qui ne soit pas aidé, après être passé par un emploi aidé, voilà, elle diminue, quoi. Et en revanche, les formations qui se font en entreprise, ça marche. Et les formations qui se font hors entreprise, mais pas sur les emplois publics, ça c'est neutre. Donc, mine de rien, voilà, dans ce PGM, là, il y a un élément important, d'accord, au niveau de la formation professionnelle. Ensuite, bon, allez, 80-85% des choses qui sont listées, on est d'accord. Après, il y a des choses qui nous embêtent, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, et puis il y a des choses qui ne sont pas précisées, mais dont on sait qu'elles viendront un petit peu plus tard sur la table, quoi. Et donc j'ai surtout parlé de la chose avec laquelle on a de gros doutes, qui est la réduction de la durée légale du travail. Alors, voilà, c'est pas compliqué. À l'horizon 2018, il est prévu que la durée légale du travail à Mayotte, ça passe de 39 heures à 35 heures, dans une situation où on enregistre une augmentation assez forte du taux de salaire, c'est-à-dire du salaire horaire, puisque maintenant le SMIC est aligné sur le SMIC, il est collé, donc ça concerne les bas salaires. Et alors, le souci qu'on a, c'est que, on n'est pas en train de refaire les lois Aubry 1 et 2, mais il y a de grosses incertitudes sur le fait que le passage de 35 heures ait créé des emplois, et quand je vous dis incertitude, je reste poli, parce que, bon, ok, on a les estimations du ministère, d'accord, 350 000 emplois, et à côté de ça, on a des évaluations faites par des enseignants-chercheurs compétents, Pierre Cahuc notamment, qui est ce qui se fait de mieux en Europe, et qui vous explique que la baisse de la durée légale, voilà, aucune étude sérieuse n'a montré que la réduction de la durée légale s'était accompagnée de création d'emplois. En fait, le problème, c'est relativement simple, c'est que la baisse de la durée légale, ça s'est accompagné aussi de mesures qui visaient à réduire le coût du travail, et en même temps, il y a eu quelque chose qui n'a pas été anodin, qui a été l'annualisation du temps de travail. Et cette annualisation du temps de travail, ça a permis aux entreprises de réorganiser les processus de production, ça s'est traduit par des gains de compétitivité, et c'est essentiellement ça qui a permis les créations d'emplois. Et donc aujourd'hui, le débat est encore un petit peu vif. À chaque fois qu'on arrive au moment des élections présidentielles, on ressort toujours les 35 heures. Mais voilà, si on se repose simplement sur l'étude empirique, il serait peut-être bon, quand même, à Mayotte, qu'on se pose la question, qu'on fasse une évaluation ex-ante, d'accord, de ce que pourrait donner le passage des 39 heures aux 35 heures. Alors j'ai bien noté qu'on avait quelques problèmes encore avec les données statistiques, qu'on n'était pas forcément représentatif de toute la structure des entreprises, mais je veux dire, faire l'économétrie de la demande de travail, récupérer les élasticités, et faire un certain nombre de simulations, je veux dire, voilà, on sait faire, et je ne sais pas si cette évaluation minimale a été faite à Mayotte. Alors parlons à cela, alors c'est François qui a voulu laisser les équations, c'est pas de ma faute, hein. Donc, parallèlement à cela, je voudrais apporter un élément. Il se trouve qu'avec mon collègue Alexis Parmentier, qui est dans la salle, voilà, dans le cadre d'une recherche fondamentale, on a produit un résultat qui amène quand même une certaine conception de la politique publique. Donc, en gros, ce qu'on montre, c'est... Alors, je ne veux pas dire qu'on va mettre tout le monde d'accord, mais on va peut-être faire avancer le débat, c'est notre souhait. Ce qu'on montre en gros, c'est que les autorités publiques, elles ont raison de se poser la question de vouloir réguler la durée du travail. Effectivement, un marché du travail régulé, c'est mieux du point de vue de l'emploi qu'un marché du travail qui n'est pas régulé. Mais attention, ça ne doit pas se faire n'importe comment. Notamment, si vous voulez en 2 mots, il existe une durée légale optimale, d'accord, une durée qui permet de maximiser l'emploi. Donc évidemment, quand on est décideur public, c'est cette durée qu'il faut mettre en œuvre. Mais attention, cette durée elle doit s'accompagner aussi, on va dire, d'une surtaxation des heures supplémentaires, parce qu'il faut, a priori, désinciter les entreprises à faire des heures supplémentaires, parce que cette durée légale détermine la durée effective. Et ensuite, quand vous regardez les propriétés de l'emploi, quand vous agissez de façon efficiente, vous constatez
que voilà, l'emploi, il est impacté négativement par le coût du travail, mais là le coût du travail c'est deux dimensions, hein, c'est les aspects hommes et les aspects durée du travail et donc salaire horaire, que les politiques de réduction du coût du travail, ça marche, mais que pour que ça marche, il faut aussi ajuster la durée légale du travail. Et la durée légale du travail ne s'ajuste pas de la même façon, selon que ce soit le coût de l'emploi, le coût d'un homme qui baisse, à ce moment-là, il faut ajuster la durée du travail, légale du travail à la baisse, ou si c'est le taux de salaire qui augmente, et à ce moment-là, il faut ajuster la durée légale à la hausse. Donc voilà, c'est quelque chose qui est, alors on ne dira pas fin, mais qui mérite d'être regardé. Alors c'est quoi les implications pour Mayotte? Les implications pour Mayotte, elles sont simples. Quand on fait quelques calculs, comme ça, on a quand même l'impression que les 35 heures, on est largement en dessous de la durée légale du travail optimal. Donc ça veut dire que, voilà, déjà passer aux 35 heures, on faudrait peut-être rester à 39. À 39, on est plus proche de ce qu'il faudrait faire que passer à 35. Et puis après, surtout, c'est que cette durée légale optimale, elle dépend de facteurs qui sont spécifiques à chaque économie. Et donc Mayotte a une durée légale du travail qui lui est spécifique. Alors, à Mayotte, il y a sûrement des coûts fixes de l'emploi qui sont plus faibles. Ça fait une durée légale plus faible. Mais les caractéristiques productives de Mayotte, avec des technologies qui sont plus intensives en travail, ça milite pour une durée légale plus forte. Et donc, on invite quand même les décideurs publics à se poser la question des impacts économiques de cette réduction de la durée légale. Alors, on comprend bien que la décision, elle est de nature politique, qu'elle se justifie pour des motifs politiques qui sont tout à fait défendables. Mais il y a un coût économique et il va y avoir des créations d'emplois qui vont manquer. Donc on aimerait bien quand même avoir la mesure de ça. Et puis surtout, il est écrit dans le PGM que Mayotte, on peut réfléchir à certaines dérogations, quoi. Donc peut-être qu'une durée légale du travail à Mayotte, qui soit adaptée à Mayotte, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder. Alors le second triptyque, c'est la chose qui nous posait un petit peu problème, et on voulait faire un petit peu autrement, c'était les aspects éducation, formation, insertion, mais il me reste 2 minutes, c'est ça Nicolas? Ou 3? Bon. Alors en gros, il y a des choses dans le PGM sur ces questions-là. Quand vous regardez la littérature, l'évaluation des politiques publiques, des dispositifs, il vous explique que les programmes qui marchent, c'est 3 choses. C'est d'abord des programmes qui ciblent une population précise. Donc, par exemple, on sait que les femmes réussissent mieux que les hommes. C'est des programmes dans lesquels le budget par tête est élevé, d'accord, et notamment, encore une fois, Pierre Cahuc vous explique qu'il ne faut pas hésiter à payer les gens pour qu'ils suivent des formations et à bien les payer, et avec des formations de qualité. Se former doit être reconnu comme étant un vrai travail. Et puis surtout, quand ça s'adresse aux plus jeunes, les programmes associent le milieu familial. Alors quand je dis associer le milieu familial, ce n'est pas 3 réunions par an. Je veux dire, c'est un coaching, d'accord, c'est une réunion toutes les semaines avec un suivi. Et la semaine dernière, on avait une conférence sur l'évaluation des politiques publiques avec Marc Burgan qui était dans la salle et qui était très critique sur les internats d'excellence, puisqu'il a fait une évaluation des internats d'excellence qui avait été mise en place sous la présidence Sarkozy. Et grosso modo, ce qu'il montre, c'est que les 10% des meilleurs décollent au bout d'un an, et pour les 90% restants, il ne se passe rien. Alors, sachant qu'on parle des 10% des meilleurs, déjà des meilleurs, d'accord? Donc, on peut se poser la question, en gros, l'école ne remplace pas la famille. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que peut-être qu'à Mayotte, il va quand même falloir cibler, d'accord, cibler les jeunes qu'on veut aider pour leur assurer des niveaux de bourse relativement importants. D'accord, ça me semble essentiel. Et puis il va falloir associer les familles. Et donc encore une fois, les familles, ce n'est pas 3 réunions dans l'année. C'est vraiment un suivi. Donc j'ai entendu un nombre tout à l'heure de jeunes que chaque personne dans une mission locale devait suivre. On ne peut pas, quoi. Je pense que quelqu'un dans une mission locale qui suit peut peut-être suivre 20 jeunes, 30 jeunes, 40 jeunes, et encore, je suis au-delà de ça. Mais il va falloir faire cet effort. Enfin, en tout cas, moi, je le vois, je le sens, je le pressens, j'espère que je vous convainc, je me dépêche. Et il y a un terreau pour ça, puisque quand vous regardez les enquêtes budget de famille, vous savez que les dépenses d'éducation des pauvres à Mayotte, eh bien, toutes choses égales par ailleurs, sont plus importantes que ce qui se passe ailleurs. Donc la valeur éducation à Mayotte, chez les familles pauvres, c'est encore quelque chose. Alors juste une chose, j'ai fini, il y a des choses qu'on n'a pas abordées, qu'il va falloir regarder. Donc il est question d'organiser, c'est absolument essentiel, un réseau de transport en commun, très bien. Bon, inutile de vous dire que les taxiteurs, il va falloir discuter avec eux.
parce qu'ils vont y perdre. Et donc je pense que les collectivités locales, les décideurs publics doivent se mettre dans le bon état d'esprit qui consiste à dire il ne faut pas hésiter à dédommager les gens qui vont perdre aux réformes. Si vraiment une réforme est collectivement bonne, il ne faut pas que, même s'il y a des intérêts catégoriels, que des personnes supportent le coût de ces réformes. Et donc ça, c'est quand même un état d'esprit, donc c'est payer pour réformer. Il faut accepter de payer pour réformer. La seconde chose, c'est évidemment la fiscalité de l'offre de travail, avec les trappes inactivité, les trappes à chômage. Et je rejoins Jean-François, il va aussi falloir se poser la question de l'effet de l'immigration sur le marché du travail. J'ai bien noté ce que vous avez dit. Effectivement, la littérature vous explique que des fois, un marché du travail qui fonctionne à peu près bien, il y a une capacité d'absorption, il n'y a pas de problème. Des gens qui viennent, ce n'est pas forcément un salaire des natifs qui baisse. L'économie est capable de trouver des solutions. Je suis favorable aussi à ce qu'on mette autour d'une table et qu'on discute. On fera mieux si on est coopératif que si on ne l'est pas. Mais enfin, voilà, quoi. Ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Alors, dernière chose, et j'ai terminé. Dans le PGM, il est prévu des évaluations de politique publique. Depuis 10 ans, 15 ans, l'État organise des évaluations de politique publique et beaucoup de ministères le font faire par des personnes indépendantes, par des universitaires indépendants et qui sont compétents. Alors je trouve que c'est une très bonne chose et j'aimerais que ça soit fait aussi à Mayotte. Je sais qu'il y a des choses qui sont prévues dans les tuyaux. J'aimerais aussi que ça soit décliné au niveau local, ne pas hésiter à solliciter des gens, des universitaires, des anciens chercheurs qui sont indépendants pour procéder à ces évaluations, pour que la décision publique soit prise en pleine transparence, soit prise en toute connaissance pour le bien de Mayotte et donc pour le bien de la nation. Je vous remercie pour votre attention. Bon, je pense que c'est un exposé qui amène à des réactions. Donc, y a-t-il des remarques, des questions ? Oui. Merci beaucoup pour nous avoir exposé ce sujet très intéressant à traiter, malgré la délicatesse de la question au niveau politique et social. C'est très intéressant de l'avoir traité. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste sur ces questions-là, je parle comme ça de culture générale. Je suis d'accord avec vous, comme ça, premier abord, qu'il existe, à mon avis, une durée du travail optimale. Mais l'optimalité définie par rapport à quoi ? Moi, en tant que, on va dire, économiste, je me dis, dans la théorie néoclassique, il existe un niveau de loisir qui maximise la productivité individuelle. Voilà. Donc, voilà. Je ne dis pas que c'est vrai, mais en tout cas, si on se réfère donc par rapport à la durée de travail liée à la productivité, je l'accepte. Maintenant, j'ai pas, moi, eu l'impression qu'il y avait... j'ai pas compris vraiment les hypothèses sous-jacentes de votre travail. Vous référez par rapport à la productivité, par rapport au salaire. Voilà, j'ai pas compris, pardonnez-moi. Et j'aimerais quelques précisions là-dessus. Quelles sont les hypothèses en fait qui vous permettent donc de formuler ces recommandations politiques qui sont quand même délicates, surtout en France. Par ailleurs, je suis d'accord avec vous qu'il y aurait une étude intéressante à faire sur le lien entre natifs et salaire. Principalement impliqué dans les DOM en général, je pense qu'il y a très peu d'études là-dessus, et il faudrait s'intéresser non seulement à la dimension demande de travail, mais comme vous l'avez dit aussi très bien, à l'offre de travail, et essayer de trouver une petite corrélation intéressante là-dessus. Je pense que ça ne va pas tarder à arriver, j'imagine, au niveau de la recherche. Et merci encore pour cet exposé intéressant. Je pense que ça va peut-être susciter des réactions plus polémiques que celles que je viens de pointer du doigt. Alors, le modèle, c'est le modèle de la demande de travail, sauf qu'on distingue explicitement les hommes et les heures. Donc c'est un modèle un peu plus sophistiqué que le modèle traditionnel qu'on présente en étudiants de premier cycle. Et alors vous avez tout à fait raison, optimal par rapport à quoi ? On se pose la question optimale par rapport à l'emploi. Voilà, on s'attache à maximiser, on s'attache... Alors, je ne dis pas que c'est dans une politique de l'emploi, on cherche en fait la durée légale, et je dis bien la durée légale, donc ce n'est pas forcément la durée effective, d'accord ? On cherche la durée légale qui va nous permettre de maximiser l'emploi. Voilà. Et donc cette durée, on est capable de la calculer, elle dépend d'un certain nombre de paramètres. Ce qui est important, le message qu'on voulait faire passer, c'est que ce n'est pas forcément la même en métropole et à Mayotte. Et donc, se priver de cet instrument, c'est de se priver d'un instrument efficace
pour maximiser l'emploi. Maintenant, je ne perds pas de vue qu'il y a des durées maximales du travail pour des raisons liées à la santé. Je ne perds pas de vue qu'au niveau de la société, on peut dire cette durée. Il faut bien distinguer la durée effective et la durée légale. Moi, je me pose la question de la durée légale, c'est-à-dire la durée, le seuil administratif au-delà duquel on déclenche le paiement des heures supplémentaires. Voilà, c'est ça mon problème. Merci beaucoup. Donc du coup, vous insistez plus sur la dimension quantitative de la politique de l'emploi que sur la dimension, j'ai envie de dire, qualitative de l'emploi. Et le débat sur la durée du travail, à mon avis, a du sens aussi sur la dimension qualitative de l'emploi. Sinon, je vous rejoins sur, bien sûr, il n'existe pas une loi, une durée du travail légale applicable pour toutes les cultures. Je suis entièrement d'accord, il existe plus des tendances en économie que des lois universelles applicables en tout temps et en tout lieu. Mais je ne dis pas que ces aspects-là ne sont pas importants. Hein. Par exemple, on parlait de l'annualisation du temps de travail, la flexibilité, ce n'est pas des choses sur lesquelles je suis forcément favorable. Je veux dire, pour moi, l'harmonisation des calendriers sociaux, c'est extrêmement important. Vous me posez la question de l'ouverture des magasins le dimanche, je n'ai pas envie de ça. D'accord ? Donc, ce n'est pas ce problème-là qui m'intéresse. Ce problème-là, moi, c'est vraiment, en définissant une durée légale du travail, d'accord, je peux avoir un niveau d'emploi maximal. Et donc aujourd'hui, on est à 35 heures. Vraisemblablement, cette durée légale fait qu'on a un niveau d'emploi plus bas que celui qu'on pourrait avoir en la révisant. C'est ça mon propos. J'ai éteint tout le monde. Pas de remarques sur les emplois aidés ? Il faut un micro. C'est bon, maintenant. Bonjour, Nicolas Delaunay de la Perrière, je représente la CFTC à l'Observatoire des prix, des marges et des revenus. Ma question sera relativement simple. Qu'est-ce qui, dans l'expérience de la départementalisation à La Réunion, peut inspirer Mayotte et qu'est-ce qui ne doit pas inspirer Mayotte par rapport à l'exemple réunionnais ? Puisqu'on parle de politique publique, je tends la perche à François. Je pense que nous avons trouvé le thème pour le prochain colloque. Merci. Alors peut-être juste une chose, mais non, on en discutera peut-être, je ne sais pas, parce que ça a l'air de s'animer un peu, je ne sais pas. La question ne peut pas être répondue directement comme ça par une seule phrase. Je pense que ce sujet mérite clairement qu'on s'y penche de façon un peu plus approfondie. Et là, je botte en touche. Moi, je voudrais dire quelque chose quand même. Parce que, Jean-François, il a parlé tout à l'heure, je ne sais pas quel secteur. Dans le PGM, il y a le tourisme. OK. Effectivement, Mayotte a un lagon exceptionnel. Il y a un actif naturel exceptionnel qui mérite d'être exploité. Au même titre que La Réunion a un actif exceptionnel qui est le volcan et ses cirques. Je ne suis pas un spécialiste du tourisme, mais j'ai lu des rapports qui ont expliqué que les politiques de développement du tourisme avaient rencontré un certain nombre de difficultés, que par moments on s'était trompé. On avait par exemple vendu la plage au lieu de vendre les atouts de La Réunion. Et moi, en plaisantant avec mes étudiants, je leur disais, ce qu'il faudrait qu'on vende, c'est qu'on trouve des touristes allemands qui adorent marcher, qu'on aille les chercher, et c'est eux qu'on doit aller chercher et qu'on doit amener à La Réunion. Et sur Mayotte, je pense que c'est un peu la même chose. Et donc je crois qu'il y a des leçons à tirer, puisque les atouts sont les mêmes et les difficultés sont les mêmes. Il y a des atouts, je pense que La Réunion et Mayotte, et ça doit se faire déjà dans le cadre des associations de l'île des îles Vanille, mais voilà, doivent se réunir, doivent discuter pour qu'effectivement Mayotte bénéficie des retours d'expérience de La Réunion en la matière, parce que je crois que des fois on a fait certaines erreurs, si j'ai bien compris. Voilà. Juste une petite question à Michel. Ok, c'est là toujours. La question que je me pose, notamment tu l'as un peu soulevée, mais tu n'as pas eu le temps d'approfondir, donc c'est l'occasion peut-être de le faire, c'est toute la question de l'immigration et de l'impact sur le marché du travail, ce qui m'intéresse énormément, notamment dans ce cas-là. Ce qu'on voit dans les études que tu connais, comme moi, c'est qu'il n'y a pas tellement d'effet sur le chômage ou sur le niveau de salaire, selon qu'on reçoit beaucoup de migrants ou pas.
La chose qui est un peu différente dans le cas de Mayotte, c'est que je n'ai pas beaucoup vu d'études qui fait ce genre d'analyse dans le cas où il y a un halo très grand comme tu le montres. Donc, est-ce que peut-être, si tu peux te projeter peut-être dans des résultats possibles, est-ce que dans le cas de Mayotte, si avec une forte immigration qu'on a, est-ce que tu t'attendrais à ce que le halo s'agrandisse ou au contraire il diminue? Et dans ce cas-là, quelles seraient les implications en termes de, peut-être pas chômage, de toute façon tu n'auras pas ça, mais peut-être sur les inactifs que tu décris un peu là, dans ce cas-là? Alors, je ne suis pas un spécialiste des effets de l'immigration sur le marché du travail, je connais juste la littérature de base. Donc, il faudrait regarder précisément, ne pas perdre les caractéristiques de l'économie de Mayotte. Mais il y a une leçon quand même formidable, en fait, que nous livre la théorie économique sur l'immigration. Au départ, le mécanisme de base, il est très simple. Il y a des gens qui arrivent, le salaire baisse, la production augmente, les profits augmentent. Donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a la création d'une richesse, il y a des gagnants qui gagnent beaucoup, et il y a des perdants qui perdent, mais la perte des perdants, elle est inférieure à ce que gagnent les gagnants. Donc il y a matière, l'immigration, sur un marché du travail qui fonctionne bien, l'immigration, voilà ce qui se passe. Donc il faut dédommager les natifs. Et effectivement, moi j'ai entendu 2-3 choses, là, il y a après des analyses un petit peu plus poussées qui disent, mais les natifs, ils se débrouillent. Donc si vous commencez à dire les natifs ils ont un certain salaire et les migrants ils ont un autre salaire, on échappe un peu à cette immigration qui a un effet négatif sur les salaires des natifs. Et en fait, le travail informel est une façon pour les natifs de contourner ça et d'exploiter les services productifs, mais au premier sens du terme, des migrants, quoi. Et si j'ai bien lu, dans certains éléments, c'est un peu ce qui se passe à Mayotte, quoi. Alors simplement, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'immigration, mais j'ai envie de dire, voilà, mettons-nous autour de la table et dans les aspects des discussions liées à l'immigration, les aspects économiques doivent être aussi pris en compte, sont des choses qui existent. Et une fois que ça s'est fait, moi je rejoins Jean-François. Je veux dire, les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies, mais évidemment qu'à un moment donné, on attend et de Mayotte et des Comores qu'il y ait une attitude coopérative, parce qu'on le voit bien. Je veux dire, on n'en sortira pas, quoi. Et ça se passe en France. Alors qu'en métropole, on cible l'Italie avec tout ce qui se passe, et on oublie Mayotte, ce qui arrive aussi des Comores. Donc voilà, j'espère, mais je ne parle pas en tant qu'économiste, mais je crois beaucoup aux aspects coopératifs, et j'espère que les hommes de bonne volonté, un jour, arriveront à discuter. Mais je sais qu'il y a un historique. Oui, Monsieur Wamkolo, vous avez conclu sur une réflexion, à savoir la nécessité d'avoir recours aux experts pour effectuer des évaluations des politiques publiques. Donc, c'est dans l'intérêt effectivement de la transparence, mais aussi de l'efficacité, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais dans la réflexion, je n'ai pas senti, dans la question des préconisations économiques, notamment, soulevées par le sujet, justement, des propositions dans le sens de formuler à l'attention, par exemple, de Mayotte et du conseil départemental en particulier, des suggestions, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, dans le but de développer l'emploi justement de ce secteur privé, dans le domaine de la pêche, alors que tout à l'heure, Madame Pongérard a décliné un certain nombre de fonds, donc de projets, donc de dispositifs, justement, qui permettraient, et justement, s'ils sont développés, je pense que, bon, voilà, de mettre en place ce partenariat expert externe, expert universitaire et collectivité locale mahoraise dans l'intérêt justement des populations, dans l'intérêt des publics visés par ces politiques publiques. Donc je n'ai pas senti justement
que les préconisations, justement, ont visé des secteurs précis, et objet de l'étude depuis ce matin, la rupéisation, afin qu'effectivement, on sort de cette réunion avec des réponses claires, des préconisations claires. Merci beaucoup. Alors, j'ai lu le PGM, et comme je vous l'ai dit, 80% de ce qu'il y a dans le PGM, 85%, on est d'accord. Donc dans le PGM est notamment proposé de structurer le secteur de l'agriculture, par exemple, et évidemment, on est d'accord avec ça. Donc il m'a semblé plus important de parler des choses pour lesquelles on avait a priori certains doutes. Et pour moi, la chose la plus importante, dans le temps qui m'est imparti, deux choses pour lesquelles j'ai envie de convaincre. La réduction de la durée légale, c'est une question ouverte. Ça aura un coût économique, ça peut avoir un coût économique et ça mériterait d'être regardé. Voilà. Et le fait de développer des programmes de formation dans lesquels il faut quand même cibler des populations précises. Je pense que compte tenu de l'engagement de l'État, voilà, en gros, si on essaime, ça ne suffira pas. Il ne faut pas hésiter à cibler certaines catégories de la population et à y associer le milieu familial. Et si j'ai bien compris, au regard des statistiques sur les dépenses d'éducation, les familles mahoraises pauvres sont prêtes à ça. Donc c'est les deux messages que je peux passer dans le temps imparti. Voilà. Et sinon, pour le reste, tout ce qu'il y a dans le PGM, notamment qui touche à la structuration de certains secteurs, effectivement, on valide, quand bien même, attention, je ne suis pas un spécialiste de l'économie agricole, mais il y a des gens qui, eux, savent de quoi ils parlent sur l'économie agricole. Moi, c'est le marché du travail. Et l'eau, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui.